passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Ghislain Vachon qui vous accueille à un nouvel épisode du Monde nous regardait. Ce n'est pas très haut, oui, mais ce n'est pas bas non plus. Trêve de jeux de mots puérils. Dans le présent épisode, nous allons traiter d'une drôle d'aventure, celle de l'aventure basque en Amérique et de son parc thématique. Donc, sortez vos bérets et vos raquettes, on remonte pas si loin dans le temps et nous vous convions au récit des plus belles heures du PABA. Ici Jocelyne Damour, au Parc de l'Aventure Basque, en compagnie de M. Robert Letourneau, président. Bonjour, M. Letourneau. Bonjour. Pouvez-vous me parler un peu du Parc de l'Aventure Basque? Ça comprend beaucoup de choses. Parlez-moi d'abord du musée, si vous voulez bien. Bon, le musée, ici, l'orientation a été donnée, d'ailleurs, les objectifs, la vocation, c'était de raconter aux gens du milieu, aux touristes, l'histoire de la vie des Basques qui sont venus en Amérique chasser la baleine un peu avant Jacques Cartier. Alors, on en a fait un petit musée où on raconte cette histoire-là. On a aussi un bistrot pour recevoir les gens, un peu des petits repas, puis on a notre fronton de Pelol basque. Dans le fond, on est avantagé parce qu'on a le seul, au Canada, c'est le seul fronton qui existe présentement. Il y en a déjà eu dans le passé, dans le temps qu'on allait au collège, là, mais aujourd'hui, là, Trois-Pistoles, c'est le seul. Vous avez aussi une magnifique terrasse avec une vue superbe en été pour prendre une bière quand il fait très chaud. Là, c'est pas mal du tout, hein? Oui, on a une belle terrasse. L'an passé, on l'a protégé des vents un petit peu aussi. On a mis un pare-vent. Là, ça aide beaucoup là, pour se garder la chaleur. C'est vrai, ça protège. Ça protège parce que le vent peut être très froid. Oui. Vous avez aussi en haut une très grande salle avec une vue superbe encore une fois. Et ça sert à quoi cette salle-là? Cette salle-là, pour l'avenir, elle fait partie des moyens qu'on veut se donner pour essayer d'améliorer la rentabilité. Alors, on veut en faire une salle de conférence, ce qu'on appelle VIP, là, de premier ordre, pour recevoir à Trois-Pistoles des assemblées générales, des assemblées, des conseils d'administration dans un but vraiment régional, pour faire de la salle une salle où il n'y aura pas d'autre en région. Comment ça se finance, tout ça? D'abord, il y a une chose qui est certaine, on en a parlé à une dernière entrevue, c'est que quand le PABA a été inauguré en 1996, malheureusement, ils ont fini avec un endettement de 300 000 $. Et puis aujourd'hui, cet endettement-là est presque nul, disons, rendu à 20 000 $. Alors, mais il reste quand même, le problème annuel, c'est de balancer le budget d'opération. Alors, sur un budget d'opération de 130, 135 000, ça veut dire qu'il faut, nous, trouver à chaque année, pour le moment, là, environ une soixantaine de mille pièces de subventions différentes. On a de l'aide de l'entente culturelle là, pour une vingtaine de mille dollars. Il faut trouver la balance. Alors, ça rend la vie difficile. C'est un peu pour ça que dans les événements des derniers mois, on a voulu responsabiliser toute la région économique, sociale, culturelle, pour que tout le monde se sente en responsabilité face à ce qu'on a comme actif ici, et puis qu'un jour, qu'on puisse trouver les moyens ensemble, gouvernemental et autres, municipal, trouver les moyens de financer ça sans passer le chapeau à toutes les années, tu sais. C'est qu'avec la réussite des fêtes du 300e anniversaire de l'arrivée de Jean Rioux à Trois-Pistoles et de son installation aux Trois-Pistoles en 1697, ça a été une réussite grande. Et puis le milieu s'était dit, nos ancêtres viennent du Poitou-Charentes, La Rochelle, la Normandie, la Bretagne. Et puis si le Québec est constitué de ça, le Québécois de souche, comme on dit. Il faut faire attention à nos mots, là, en 2021. Le Québécois de souche provient pas mal de ces régions-là, de la côte ouest de l'Europe, mais de la France surtout. C'est des gens de bord de mer. Alors, on s'était dit, pour attirer une clientèle touristique à Trois-Pistoles, on a essayé de trouver des façons de faire. Puis Victor Lévy-Beaulieu n'était pas encore dans le décor, là, avec sa pièce son théâtre d'été. Mais on cherchait, nous autres, une façon en tourisme de se distinguer des autres milieux. On s'était dit, on pourrait, dans le bas de la côte de la région Rioux, et le PABA présentement, construire 3 ou 4 types de maisons. Une qui a de l'allure de maison de Bretagne,
une de Normandie, une du Poitou-Charentes, puis une possiblement du Pays basque. Mais entre-temps, est arrivé les fouilles archéologiques à l'île aux Basques en 90. Et ça a duré pendant 3 ans, 4 ans. Et pour nous, pour les maisons qu'on voulait construire, on demandait de l'aide des affaires culturelles pour construire ces maisons-là. Mais quand est arrivé les fouilles archéologiques de l'île aux Basques, qui ont duré 4 ans, là, les affaires culturelles qui étaient sur ce dossier-là aussi, ils ont dit, c'est beau, là, vos maisons, vos ancêtres, vos origines, là, mais ce qu'il y a devant chez vous est unique au Canada et a une grandeur incroyable là, au niveau multinational, international. Vous avez une île avec les Premières Nations, c'est prouvé hors de tout doute, et aussi les fourneaux basques ainsi que les artefacts qui ont été trouvés sur l'île. Il y a une histoire là qui se découvre. Là. On venait découvrir ça là, scientifiquement. Fait que le ministère de la Culture nous a suggéré fortement, il était prêt à nous donner des sous pour construire, c'était de voir à orienter le tout pour faire un genre de musée, mais qui identifierait la thématique basque et les Premières Nations aussi. C'est ce qui fait que le milieu, le comité de travail qu'on était, a pris une décision, c'était de changer de fusil d'épaule, s'orienter avec ce que le ministère nous suggérait, et ça coûterait environ 1,2 million construire tout ça. Le milieu sortirait 200 000, fédéral, provincial, 500 000 chaque, c'est ce qui a été fait, et on closait l'affaire comme si vous voulez. Ça a été construit, ça a été vite, rapide, et en cours de construction, il y a eu des dépassements de coûts, là, et une fois construit, l'organisation bénévole à but non lucratif qui gérait ce bâtiment-là s'est retrouvée avec un déficit de pas loin de 500 000 sur les épaules avant de commencer. Les genoux à terre. Ça a tué le départ pour pouvoir mettre de l'énergie et de l'argent pour développer le produit. Ça a été tenu à bout de bras pendant 20 ans. Et puis, la Ville, pendant ce temps-là, a donné un coup de main financier à chaque année pour aider l'organisation à diminuer son déficit. Mais la dernière année, quand la directrice générale ou présidente de l'organisation bénévole est venue me voir à mon bureau à l'Hôtel de Ville, il y a environ 5 ans de ça, elle dit, je vous remets les clés du PABA. Nous, on ne l'opère plus, on est dans le trou, et puis on ne peut pas aller plus loin dans ça. Fait que goodbye, bonjour. Fait que je me suis ramassé avec un set de clés puis une bâtisse. Là, on a pris acte de, c'était quoi la grandeur de la dette? C'était environ 90 000 $. C'était la Caisse Desjardins qui l'avait. Donc, il y avait des dettes à payer au niveau de Revenu Canada, Revenu Québec, les ministères quelconques, bon, en veux-tu, en voilà. C'est ce qui fait que le Conseil de Ville a pris une décision à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir englouti 1 500 000 dans la construction, une aide financière pour l'opérer, c'est un attrait quand même qui est là. Il y a un fronton qui existe nulle part ailleurs au Québec qu'à Trois-Pistoles. Au Canada, je me demande si ce n'est pas un des seuls aussi. Et pour vous dire que le Conseil de Ville a pris une décision, on s'est dit, on va l'acquérir parce que la Caisse, elle avait cette dette-là sur ses épaules. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Quelqu'un qui apporte un chèque de 90 000 $, elle ne se pose pas la question si le parc va être détruit, l'acier va être vendu chez Bastille, puis on va vendre des terrains, on va laisser des maisons, puis on va vendre des terrains, puis on va refaire de l'argent avec ça. Un privé pense comme ça, puis c'est correct. C'est pour ça que le Conseil de Ville s'est dit non, c'est un bien collectif, alors on va l'acheter, puis on va payer la dette à la Caisse Desjardins, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, Ruby-sur-L'Onde, et la Ville est devenue propriétaire des lieux. Une fois c'est fait, pendant nombre d'années, par notre média écrit, le courrier municipal, on a invité les gens, les groupes, les organismes à reprendre possession du bâtiment et puis que la Ville donnerait une aide financière de base, c'est autour de 20 000 $ par année, minimum, pour pouvoir opérer, pour repartir la machine. Mais je pense que le mal avait été fait. Et puis, il y avait comme aussi, après 20 ans, là, un changement de garde aussi. Vous savez, là, il y a eu des épopées fortes avec des joueurs de pelote basque puis d'activités qu'on faisait venir du monde d'outre-mer, où c'était très animé. Mais c'est comme dans tous les groupes sociaux, souvent, là, il y a comme un nuage qui passe d'énergie, puis à un moment donné, ça s'éteint tant qu'il y en avait, puis là, ça disparaît. Puis tu dis, maudit, c'est de valeur. Puis c'est Festival des îles, l'Écofête, PABA, ça en est des exemples. Le tournoi international de pelote basque, qui se terminait le dimanche 31 juillet dernier au PABA, a permis aux amateurs d'assister à des matchs enlevants opposant les meilleurs joueurs au monde. Voici un extrait de la finale opposant l'équipe de Saint-Pierre-et-Miquelon à celle de la Corse, qui l'a emportée par la marque de 35-20. Oh yeah! Hey!
De la pelote basque à l'archéologie, la saison est loin d'être terminée au Parc de l'Aventure basque en Amérique. Véronique Labbé et ses invités nous en disent plus. La deuxième édition du tournoi parents-enfants aura lieu dans quelques temps au Parc de l'Aventure basque et Karine Ouellette en est la responsable. Bonjour Karine, ça va bien? Oui, vous? Oui. Alors, lors de cette deuxième édition du tournoi parents-enfants, il va y avoir les parents contre les enfants lors de cette journée, c'est bien ça? On va jouer des games pour faire un tournoi finalement. Il va y avoir une finale aussi. Et puis, on va avoir beaucoup d'activités. On est en train de préparer ces choses-là. Et puis, il va y avoir aussi un bon dîner. Alors, ça va être des hot dogs, je crois, sur le barbecue à l'extérieur. Alors, les familles et les enfants sont invités à venir s'inscrire ici au Parc de l'Aventure basque? Oui. Et puis, ils peuvent venir me voir Maïda. Et puis, on va être disponible. Mais il y a des places limitées, alors il faut se dépêcher. En plus, il va y avoir des prix à gagner lors de cette journée. Puis, il faut préciser aussi que c'est tout à fait gratuit. Oui, parce qu'on a eu des commanditaires qui vont pouvoir nous offrir des prix. Et puis, on va faire des activités spéciales pour qu'ils puissent les gagner. Bien, merci beaucoup, Karine. Et les gens doivent te rejoindre à quel numéro au Parc de l'Aventure basque pour s'inscrire? Au 1556 851. Oui. Bien, merci beaucoup, Karine, et bonne fin de journée. Merci, bonjour. Des légendes à fouiller, voilà ce que vous réserve le Parc de l'Aventure basque lors du mois de l'archéologie. Alors, Madame Saint-Amand, vous êtes la directrice par intérim, alors pouvez-vous nous parler un peu, qu'est-ce que c'est ces légendes à fouiller? En fait, dans le cadre du mois de l'archéologie et en collaboration avec le réseau Archéo-Québec, le Parc de l'Aventure basque propose une activité sur l'archéologie, soit une initiation à l'archéologie et qui va voir en revue les différentes légendes qui entourent la ville de Trois-Pistoles. Alors, ces légendes-là, qu'est-ce que c'est au juste? Toutes les légendes qui entourent la ville de Trois-Pistoles, on sait qu'on est à Trois-Pistoles, c'est des histoires pas possibles. Alors, on va découvrir en fait des objets qui se rapportent à toutes ces légendes si populaires ici à Trois-Pistoles. Alors, j'imagine que vous invitez tous les familles, parents et amis de Trois-Pistoles et des environs pour venir participer à cette activité-là qui aura lieu à quelle date, Madame Saint-Amand? En fait, ce sera le 13 et le 27 août prochain à compter de 13h30 sur le site du Parc de l'Aventure basque. Et oui, nous invitons toutes les familles présentes dans la région de la MRC des Basques et des alentours à venir découvrir l'archéologie, à venir découvrir ce que le Québec a dans le ventre. Alors, merci beaucoup, Madame Saint-Amand, et bonne fin de saison. Merci beaucoup. Le PABA, quel beau dossier le PABA. Écoute, il y a plusieurs choses à évaluer dans ce dossier-là. La façon dont c'est parti, la façon dont les gens du milieu ne se sont pas appropriés ce dossier-là nécessairement, à part des amateurs de pelote basse qui, eux, ont vraiment fait évoluer ce dossier-là. Au niveau de la population, une fois que tu as été visiter un musée une fois, est-ce que tu y retournes 2 fois, 3 fois, 4 fois? Donc, il y avait ce problème-là. Le PABA n'a jamais été reconnu comme un musée par le provincial. Donc, il y avait tout ce problème de financier aussi autour du PABA, de l'ancien PABA. Donc, comment financer ça? Comment orienter? Il y a eu peut-être une petite erreur d'orientation au niveau des Pays basques. On s'est beaucoup, à cause de notre francophonie, on s'est beaucoup fié aux Pays basques francophones, alors que, écoute, le Pays basque espagnol est un pays beaucoup plus, comment dire, entreprenant. Et on s'est limité au basque francophone, qui est un pays exceptionnel, avec des gens exceptionnels, une culture exceptionnelle, comprends-moi bien. Mais au niveau financier, ça aurait pu être intéressant de s'allier aussi avec le Pays basque espagnol.
Écoute, de ce que je me rappelle le mieux, c'est qu'à l'époque, le PABA, c'était un projet de longue haleine qui a été mis sur place, puis qui a vu le jour en 96 pour représenter un peu l'histoire des Basques qui venaient pêcher la baleine dans le Saint-Laurent. Dans les années 1500, 1600, si je peux me permettre. Peut-être d'autres pourront me corriger. Puis, c'est ça, ça a été mis en place pour représenter la culture basque, le sport, puis tout ce qui est en lien avec les Basques de l'époque. Donc, il y avait un musée qui a été installé à l'intérieur du bâtiment. Après, on voulait représenter aussi le côté festif, donc avec des événements qui amenaient un cuisinier, qui a déjà amené un cuisinier basque, qui est venu ici préparer de la nourriture pour représenter le côté gastronomie. Puis on avait notre fameux fronton qui est unique au Canada, fronton de pelote basque qui est aménagé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut jouer à la pelote basque à peu près sur n'importe quel mur extérieur. Mais bon, ici, on a la chance d'avoir ce fronton-là qui est unique au Canada. C'est ce que je disais. Puis, par le fait même, il y a un club de pelote qui a été formé. Ça en est suivi l'Association canadienne de pelote basque. J'ai été président pendant plusieurs années. Puis, c'est ça. Le club de pelote a été formé au départ, c'était un peu pour avoir de l'animation autour de ça. Ça a touché les joueurs, les adeptes de sport de raquette, c'est-à-dire le tennis, le racquetball, tous ces trucs-là. Donc, le club de pelote est venu au monde. On a commencé, il y avait des gens de Montréal déjà, des Basques qui habitent à Montréal, qui venaient ici. Puis c'était un peu eux autres qui nous ont montré les rudiments puis les techniques. Puis il y a des Basques aussi qui sont venus à l'époque, dans les premières années. Puis c'est là qu'on a appris, un peu les techniques, les rudiments de ce sport-là. Puis, à un certain moment donné, je ne me rappelle pas à quelle époque, mais on avait quand même 150 membres dans le club de pelote. Je parle d'enfants, des tout jeunes, des minimes, des juniors, les femmes, les hommes adultes. On avait quand même 150 membres, ce qui n'est pas négligeable. Puis, ça roulait fort. Il y avait des ligues, 4 soirées par semaine. Puis, il y avait des heures de disponibles aussi pour les gens qui voulaient s'entraîner à part ça. Bonjour, Ghislain Vachon au Parc L'Aventure Basque. Je suis en compagnie de M. Pierre Beaulac qui revient de France. Donc, l'équipe pistoloise et l'équipe des Basques de la pelote basque s'est illustrée. Oui, bonjour, M. Beaulac, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, oui. Donc, vous revenez de France avec une 3e position. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bien sûr. On est allé faire le Challenge France la semaine dernière accompagné de mon partenaire Jean-François Carrier. C'est une première expérience pour lui. Moi, c'était la 2e. Et puis, on avait à rencontrer des équipes de Corse, de la Réunion, l'île du Nord, les Belges aussi. Et puis, tout au long du tournoi, on a eu de la bonne température, du 35-36 degrés. Et puis, on s'est quand même bien débrouillé. Pour une première expérience, Jean-François a été excellent. Et puis, on a réussi à vaincre la Belgique, l'île du Nord. On a réussi à vaincre aussi l'île Mayotte, les Mahorais. Et puis, en demi-finale, on s'est incliné devant la Corse, qui sont une équipe très expérimentée. Et puis, on s'est mérité la 3e position dans ce challenge. Puis là, l'an prochain, on essaie d'avoir le challenge ici à 3 pistoles même. On est en train de monter le cahier de charge. Et puis, on a quand même l'appui de la Fédération française. On est en démarche. Et on a des bonnes chances que le challenge se tienne ici l'an prochain. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça, de voir arriver les petits cousins d'Amérique? Est-ce qu'il y a eu des sourires ou maintenant vous avez imposé le respect? Ah, ils commencent à être familiers. Ça fait quand même plusieurs années que les Québécois, les Canadiens y vont. Ça a commencé avec une équipe de Montréal, Nicolas et Sylvain Lemaire qui allaient. Et puis, au fil du temps, puisque le fronton s'est installé ici, on a amélioré notre façon de faire. Et puis là, on a pris la place. Et c'est maintenant des gens de 3 pistoles qui représentent le Canada au Challenge. Puis cette année, c'était la 2e participation. L'année passée, on était à Villeneuve-Loubet. On est arrivé aussi avec un partenaire de Montréal, Claudio. Et on est arrivé en 3e position. Et cette année, c'était le même objectif qu'on visait, parce que quand même, on avait une équipe plus jeune,
Et puis, on a atteint notre objectif qui était la demi-finale. Le PABA, on sait qu'au début, le PABA, ça devait être un village français avec plusieurs maisons, style normand, breton et tout ça. Et le gouvernement, à l'époque, avait donné les subventions pour faire un bâtiment qui nous rappelait la venue des Basques en Amérique. Donc, le PABA était premièrement muséal et il y a au fur et à mesure que ça s'est déroulé, il y a eu le volet de pelote basque qui a pris plus d'ampleur et était parallèle avec le musée. Ça a été. Le PABA, on sait qu'ils ont gagné un prix pour l'architecture, mais il y avait des petits défauts de fabrication, comme on peut dire. Comme je me souviens, on avait calfeutré les hauts du mur parce que les oiseaux entraient et allaient faire leur nid à l'intérieur du PABA. Donc ça a été un petit peu dommage. Mais c'est une belle bâtisse où il y aurait différents projets, soit de reprendre le muséal ou de faire des activités parallèles. Parce que c'est un joyau qu'on a qu'il n'y a pas d'autres endroits qui vont parler de ce phénomène-là. Le défi de la Force basque aura lieu ce dimanche au parc de l'Aventure basque à compter de 13h. Denis Leclerc en est le responsable. Alors bonjour M. Leclerc, ça va bien? Oui, ça va très, très, très bien. Alors, comment est venue l'idée d'organiser le défi de la Force basque? Parce que c'est la 6e année quand même, puis ça fonctionne très, très bien. On sait que les Basques, il y a particulièrement 3 choses qui les font connaître. En tout cas, dans notre milieu, ils sont connus au niveau artistique, la danse, le chant, la chorale. Ils sont connus aussi pour la pelote basque. Et évidemment, ils sont connus aussi et reconnus pour leur force. Et ils font souvent chez eux des compétitions de force. Alors, nous autres, on a voulu aussi faire revivre dans notre milieu quelque chose qui est populaire chez les Basques, mais qui était populaire aussi dans notre région. Alors, quelles sont les compétitions d'hommes forts? Les compétitions d'hommes forts qui existent depuis la 6e année, on le disait tantôt, c'est par équipe d'abord de 6 compétiteurs. Et on commence par, cette année, le transport des bidons, qu'on appelle la marche du fermier. Ensuite de ça, ce sera le transport d'objets lourds. Tous les compétiteurs ont à transporter le plus rapidement possible différents objets de différents poids. Ensuite de ça, nous aurons la montée de balles de foin. Une balle de foin d'environ 100 livres qui doit être montée le plus rapidement possible, le plus de fois possible, par équipe de 2, 3 minutes. Après ça, nous aurons le bascule du pneu. C'est un gros pneu qui doit être basculé par chacun des membres de l'équipe le plus rapidement possible. Ensuite de ça, nous aurons la cueillette, le ramassage des épis de blé d'Inde. C'est plus une épreuve de rapidité que de force, il faut le dire, mais je pense que ça sera spectaculaire. Et enfin, tout se termine par le saut à la corde. Est-ce qu'il y a des rivalités entre les équipes, M. Leclerc? Je pense qu'il y a des rivalités, mais ça se fait de façon très amicale quand même. Je pense que toutes les équipes veulent gagner. Chacun y met le paquet, comme on dit, pour pouvoir performer le plus possible. Mais il n'y a jamais eu de problème ou de conduite antisportive depuis les années que ça existe. C'est pas comme Canadien nordique dans le temps, là, quand même. Ah non, mais ça attire autant de monde quand même. Alors, de quelle région proviennent les équipes? J'imagine qu'il y a Trois-Pistoles, Saint-Hubert et puis... Trois-Pistoles, Saint-Hubert, on pense avoir une équipe de Saint-Cyprien, l'Île-Verte, Rivière-du-Loup. On m'a appris récemment qu'il y avait probablement une équipe de Rivière-du-Loup. Cette année, on aura 3 équipes de Trois-Pistoles. Puis on aura quelques compétiteurs qui viennent de l'extérieur. C'est une surprise. On vous les présentera si vous venez ici dimanche. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée pour les gens qui viennent assister au défi de la Force basque? Oui, nous avons un tarif très, très populaire de 2 $ pour les adultes et 1 $ pour les plus jeunes. Mais en même temps, je pense que c'est un bon investissement parce que, autant pour les participants, les compétiteurs eux-mêmes que les spectateurs, nous aurons probablement au-delà de 800 $ de prix à faire tirer parmi tout ce monde-là dimanche. Alors, les gens, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner à venir assister au 6e défi de la Force basque. C'est vrai, Véronique. Alors, merci beaucoup, M. Leclerc, et bon dimanche, et j'espère que votre événement sera encore un succès cette année. J'aurais quelque chose à rajouter pour les gens qui vont être présents. Probablement, vous aurez l'occasion de voir Véronique à l'œuvre, mais là encore, c'est une surprise, on ne le dit pas. D'accord, merci. C'était Véronique pour Télé Basque au parc de l'Aventure basque.
Maintenant, qu'est-ce que la Ville fait? La Ville n'a pas l'intention de gérer elle-même ce parc-là. On a assez d'infrastructures municipales à gérer. Et donc, peut-être qu'un nouveau conseil va peut-être dire, oui, on peut se le gérer. La vision du conseil, de l'ancien conseil, c'était de dire, trouvons des promoteurs qui ont des projets qui puissent faire revivre un projet autour du PABA qui ne sera pas nécessairement centré sur un musée. Et on a travaillé. Il y a eu quelques promoteurs qui sont arrivés, d'autres qui, au niveau des idées, étaient vraiment passionnantes, mais au niveau de la capacité financière, ils ont démissionné parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait pas les capacités financières pour épauler les belles idées. Il y a eu d'autres promoteurs qui sont arrivés puis qui auraient voulu que la Ville offre ce lieu-là gratuitement. Or, on ne peut pas légalement, la Ville ne peut pas légalement donner un terrain qui lui appartient, des édifices qui lui appartiennent. Il y a des lois, il y a un encadrement légal autour de ça. Donc, ça a découragé un entrepreneur. Il y en a d'autres qui se pointent à l'horizon. Il y a des beaux projets. Et donc, on espère que ces nouveaux promoteurs-là vont être capables d'aller de l'avant. Depuis 4 ans, on essaie de le vendre. Mais là où on se parle, là, présentement, on est le 3 décembre aujourd'hui. L'an passé, à la même heure, là, on négociait la vente du PABA avec un couple de personnes qui ont un chalet à Grève-Centrale, mais qui sont des gens, des professionnels à la retraite qui venaient de la région des Cantons de l'Est. Ils étaient très intéressés. Et puis, le coût de cette bâtisse-là était, l'évaluation en était de 900 000 $. Ces gens-là ne pouvaient pas acheter ça à 900 000 $, puis il n'y a personne qui peut acheter ça à 900 000 $. Tu ne pourras même passer au travers de ton argent avec ce que tu fais là, saisonnier ou autre. C'est ce qui fait qu'on a fait une analyse par le ministère et la Ville, on a des règles solides pour vendre des biens qui appartiennent à une collectivité. Il y a un calcul que le ministère nous donne et on le fait. Et le prix de vente, on pouvait le vendre autour de 160 000 $. Les éventuels acquéreurs l'avaient accepté, ce prix-là. Maintenant, je vais vous faire un aveu et je crois que le conseil de ville dont je fais partie, on a été, d'après moi, trop exigeant par rapport à ces gens-là en mettant des clauses à gauche et à droite dans le fonctionnement, les normes du terrain, puis en voulez-vous, en voilà, là. Ces gens-là voulaient poursuivre l'activité de l'animation avec le club de Ballot-Basque, faire de l'animation touristique, développer des yachts dans le boisé en arrière. Il y avait quelque chose de beau, mais je pense qu'on a raté le bateau avec eux. Et moi, personnellement, là, si j'aurais parlé d'un échec quelque part, là, je dirais que cette situation-là, en grande partie, je pense que le conseil de ville a noté trop, je parle de conseil au nom de tout le monde qui est autour de la table, là, trop exigeant par rapport aux exigences demandées à ces gens-là qui étaient prêts à investir de l'argent sans demander une scène à personne. Les murs et les tours sont toujours debout. Maintenant, reste à savoir si on en fera table rase ou on y investira de nouveau le temps et l'argent nécessaires à la revitalisation des lieux. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps encore, grâce au PABA, Trois-Pistoles et la région des Basques devenaient, le temps d'un été, le rendez-vous des visiteurs venus des 4 coins du monde. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé, parce que le monde c'est toi et puis c'est moi.